Alors, je ne vais pas théoriser sur ce qui a présidé au renouvellement de ce TNTPH, mais Jean-Marie Fleuret l'a dit, même en 2002, on parlait de faire des TNTPH plus modernes que par le passé, donc c'était toujours le cas. À chaque renouvellement, on annonce qu'on va moderniser le TNTPH, mais peut-être que là, il y a eu un peu plus que par le passé, un peu plus que depuis l'installation du TNTPH précédent et celui d'encore avant, une volonté d'ouvrir. D'ouvrir pour donner une plus grande place aux personnes, alors j'aime pas le terme, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autre truc, aux personnes dites concernées. Et c'est toujours, on a toujours ce débat au TNTPH sur notre propre légitimité et donc sur notre propre capacité à être réellement représentatif. Et on est toujours confronté à ce même dilemme. Nous ne sommes pas une association. Nous ne sommes pas une fédération d'associations. Nous ne sommes pas une assemblée parlementaire. Nous ne sommes pas des élus. Nous ne sommes pas des professionnels dans notre mandat, dans le mandat qui nous est confié. Nous ne sommes pas plein de choses, mais nous sommes le TNTPH. Et parfois, on me dit, mais c'est quoi le TNTPH? Dans quel cas vous rentrez? Je dis, ben, c'est une instance, c'est un conseil, c'est une assemblée. Mais alors, vous représentez les personnes handicapées? Oui, mais pas que. On présente, je ne sais pas même si on représente, on réunit le plus d'acteurs possible qui interviennent au quotidien sur les questions d'accessibilité, d'autonomie, avec les personnes elles-mêmes concernées ou qui se représentent elles-mêmes via des organisations, qui les représentent, c'est leur définition, avec des professionnels qui interviennent au quotidien pour cette accessibilité et cette autonomie, avec les organisations syndicales, parce qu'elles ont depuis longtemps voix au chapitre sur les questions qui nous concernent, avec les organisations d'élus, on vient de le voir, et avec, ça c'est une petite nouveauté de TNTPH depuis la mandature précédente, l'arrivée de personnes qualifiées. Et alors, tout le monde le sait, le choix d'accorder une place à des personnes qualifiées n'avait finalement rien d'évident. Il n'avait rien d'évident et il a fait l'objet de nombreux débats pour savoir jusqu'à quel pourcentage on devait aller pour bien doser cette représentation de personnes qualifiées, puisque, et Jean-Marie Fleuret l'a un petit peu évoqué, quelque part, on pouvait, en tout cas, ce n'est pas mon opinion formelle aujourd'hui, mais on pouvait considérer l'arrivée de personnes qualifiées comme une remise en cause de la légitimité exclusive des associations. Moi, je trouve que la sélection qui a été faite par la commission qui a été mise en place, c'était une première, cette commission qui a, donc indépendante de la ministre, qui a examiné les candidatures suite à un appel à candidature, c'était aussi un exercice nouveau, et qui a fait des propositions. Et ça ne fait même pas, ça fait pas un an encore. Et je trouve, elle ne tape pas encore elle-même, mais que des personnes qualifiées apportent un vrai plus par rapport aux organisations. Alors, je vois une question dans la fenêtre où on me demande quelle est la définition de la personne qualifiée de cette TPH. Je ne sais pas s'il y a une définition, et donc il y en a certainement plusieurs. Moi, je dirais que
j'essaie d'apporter un éclairage supplémentaire, qui est un éclairage scientifique, professionnel, du vécu, supplémentaire sur un sujet précis, sur un profil précis, sur un public particulier, et qui vient éclairer le CNTPH, qui vient augmenter la participation des personnes au CNTPH le temps d'une mandature. Et le message que j'essaie de faire passer régulièrement aux organisations associatives, qui, elles, ont vocation à se développer, à continuer à s'ouvrir, et bien, je leur dis, débrouillez-vous pour recruter des personnes qualifiées chez vous. Ce sont des talents qu'il faut garder ensuite dans nos organisations. C'était la parenthèse sur les personnes qualifiées, c'était une nouveauté. L'autre nouveauté, même si les travaux, je crois que c'était au programme de votre formation, les travaux de la mission Michel Radian, donc le député Thierry Michel et Karine Radian, donc une membre du CNTPH, qui avait été missionné par le Premier ministre pour faire des propositions justement sur le périmètre de ce Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc l'autre nouveauté, qui n'était absolument pas prévue, en fait, les débats qui avaient précédé ce renouvellement plaidaient pour une certaine limitation, une certaine limite, disons, dans le nombre de membres du CNTPH. Et en fait, nous sommes arrivés à un CNTPH de 160 membres. Je me souviens qu'au mois de janvier, certains avaient des prières en se disant, mais comment allons-nous gérer une assemblée avec 160 organisations? Donc, c'est précisément 130 et quelques organisations, représentées par un titulaire et un suppléant, et 24 personnes qualifiées. En réalité, pour moi, et certainement les modes de fonctionnement avec Zoom qui ont aidé, en réalité, c'est très satisfaisant. Puisqu'on a vraiment une diversité de points de vue, de vécu, d'expériences qui rendent très riches les travaux qui sont faits. L'autre point essentiel sur lequel on essaye d'insister depuis ce renouvellement, c'est la question de la participation et de la pleine participation de tous les publics, quelle que soit leur modalité d'accès à l'information, aux informations, aux échanges, à l'expression, à la réflexion. Et parce que ça, c'est en tout cas pour moi et pour nous tous, la raison d'être du CNTPH. Le CNTPH n'est pas là pour être le Parlement du handicap et être le seul lieu où s'exprimeraient les personnes handicapées et leurs familles et leurs aidants. En revanche, il doit être le lieu qui est exemplaire et qui sert de vitrine pour que toutes les autres instances de notre pays, où on facilite ou on encourage la participation des personnes, eh bien, soient au point sur cette accessibilité pour que lorsqu'on est sourd, lorsqu'on a une difficulté d'accès à un site internet, lorsqu'on a d'autres modalités de compréhension, lorsqu'on a du mal à lire, lorsqu'on a du mal à écrire, lorsqu'on ne retient pas tout de suite, bref, en prenant en compte la diversité de tous nos canaux d'accès à la participation. Alors là, pas de langue de bois, on est encore loin du compte. On a encore gardé nos vieilles habitudes. C'est normal, on ne change pas du jour au lendemain. Il y a des solutions qui existent, il y a des solutions que nous ne connaissons pas encore, que nous devons encore définir, éprouver ensemble, mais nous pouvons largement faire mieux. Je note juste que je pense que collectivement, nous faisons plus attention que par le passé. Par exemple, je disais tout à l'heure qu'il y a presque 20 ans, parler d'accessibilité des réunions
les réunions du CNTPH, c'était juste quelque chose d'assez mythique pour beaucoup de monde. Aujourd'hui, toutes nos réunions, toutes les plénières, tous les comités gouvernants, toutes les réunions de commission ont accès aux dispositifs d'accessibilité, au moins avec langue des signes et Vélotépie, sans que les personnes concernées aient besoin de se signaler. Et ça, je tiens beaucoup. Maintenant, il faut qu'on arrive à aller plus loin. Il faut qu'on arrive à aller plus loin pour que eh bien, tous les canaux, toutes les formes de handicap, toutes les formes d'éducation soient totalement intégrées, prises en compte dans notre fonctionnement. Alors, pour ça, vous le savez, on a mis en place une mission qui n'a pas totalement pu aujourd'hui complètement fonctionner du fait de l'actualité de l'année. C'est la mission de participation avec Pierre-Yves Baudot et Clément Leludet, qui sont deux membres du CNTPH, et bien pour, avec nous tous, observer, analyser, faire des propositions pour qu'on puisse avancer. L'autre point sur lequel je voudrais aussi insister ce matin, une nouveauté de janvier 2020, de cette nouvelle mandature, eh bien, c'est la charte d'engagement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a signé une charte d'engagement en rentrant dans ce TNTPH. Donc, c'était quelque chose de nouveau qui, à l'origine, était rendu nécessaire pour qu'on s'entende justement sur cette mission du CNTPH. Et c'est ce débat qu'on a en permanence quand on parle de la fameuse co-construction. Qu'entendons-nous par co-construction? Est-ce qu'il s'agit d'avoir vraiment voix au chapitre et donc d'être associé, pas seulement consulté, mais vraiment associé le plus en amont possible de la définition des politiques publiques, des projets de texte, que ce soit les projets de loi, les projets de décret, les projets d'arrêté, qui nous concernent directement ou indirectement, puisque par définition, nous avons vocation à pouvoir nous prononcer sur tous les sujets qui font l'actualité politique. Alors, cette co-construction, on l'a définie très clairement on l'a définie, c'était comme ça, moi, que je présente le CNTPH. En fait, tout à l'heure je disais, je ne sais pas toujours comment le présenter, en fait, ce que je dis, c'est que nous sommes là pour faciliter les échanges entre ceux qui font la loi et qui la mettent en œuvre et ceux qui la vivent au quotidien. Et donc, le TNTPH doit être le lieu où on facilite les échanges pour que les uns et les autres aient bien en tête les contraintes et les opportunités qu'on doit avoir à l'esprit lorsque on s'apprête à prendre une décision et qui va impacter nos vies quotidiennes. Alors, parfois, on arrive à convaincre, parfois un peu moins, mais c'est vraiment cette définition qu'on peut donner à la co-construction. L'autre élément nouveau qui est dans la charte d'engagement et qui est un peu aussi une contribution au débat permanent sur qui est légitime au fond pour se dire représentant des personnes handicapées. Donc, on vient d'évoquer une partie du débat entre les associations et les personnes qualifiées. Et puis, il y a ce débat historique de légitimité entre les associations dites gestionnaires et les associations dites uniquement représentatives. C'est un débat qui dure depuis longtemps, qui a amené certaines organisations à revoir, à faire évoluer leur propre gouvernance pour, tout en étant gestionnaire, rester proche et associer les personnes dites concernées donc, à leur gouvernance. Mais c'est ce qui nous a amené à, dans notre charte d'engagement, à essayer d'aller plus loin.
Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai sous les yeux, on a dit, dans la charte d'engagement qu'on a signée, que toutes les organisations qui siègent dans le collège d'organisations qui représentent les personnes handicapées et leurs familles. On y a mentionné qu'on s'assurait ou on s'engageait que l'administration de ces associations repose sur une majorité de personnes handicapées ou de parents de personnes handicapées dès maintenant ou au plus tard en décembre 2022. On a également dit dans la même charte que pour les membres des organisations de professionnels ou à caractère plus généraliste, eh bien qu'elles devaient rendre public un état des lieux et un plan d'action sur le développement au sein de leur propre gouvernance de la participation des personnes handicapées et de leurs familles d'ici juin 2021. Il reste encore quelques mois. Mais voilà, avec cette charte d'engagement, on a aussi voulu bien nous responsabiliser collectivement sur notre mission d'être exemplaire pour inspirer les autres acteurs de la société sur la participation des personnes aux décisions qui les concernent. Enfin, quelque chose qui est apparu progressivement dans nos attentes collectives vers 2000, alors en 2009, tout à l'heure on s'est arrêté à 2009, donc il y a eu un élément essentiel en 2009, c'est la création de ce fameux comité interministériel du handicap. C'est clairement la réponse à une aspiration collective que nous avions tous à l'époque, qui était celle de sécuriser ce que faisait préalablement la délégation interministérielle aux personnes handicapées, mais là auprès du Premier ministre, de sécuriser le traitement transversal et interministériel de la question du handicap. Donc ce CIH, il a été créé en 2009. Donc, à l'époque, il y a un secrétaire général qui a été nommé, Thierry Dieuleveux, qui avait une assistante, donc il était deux. Ensuite, il y a Agnès Marie-Égyptienne, donc là, ils sont passés à 3. Ensuite, Étienne Petit-Mongeant, qui a étoffé, malheureusement, l'équipe, et ensuite, c'est une poule. Pour ma part, pour rien au monde, je reviendrai sur ce choix-là, qui est, pour moi, le garant de la continuité de la prise en compte transversale et interministérielle de nos questions, indépendamment du portage politique que nous avons tous intérêt à avoir maintenu. On l'a vu, donc on a échangé cet été sur notre manière de plaider pour qu'il y ait encore un portage au sein du gouvernement des questions de handicap. Mais pour ma part, je pense qu'avoir un ministre en charge du handicap n'est pas une fin en soi. Que demain, après-demain, notre gouvernement pourrait décider de faire autrement. Je pense que peut-être on pourra se le permettre si on sécurise bien, si on confirme bien ce qui est en train de se passer. Vous avez tous été témoins comme moi des dernières évolutions, à savoir un comité interministériel 2 fois par an. Un comité interministériel 2 fois par an. Il y a quelques années, on faisait encore des rapports sur comment maintenir la dynamique d'un gouvernement sur la politique du handicap. Là, si on arrive à garder ce rythme-là, je pense qu'on se donne plus de chances. Qu'on se donne plus de chances de s'approcher du résultat qu'on veut obtenir. C'est, et là c'est bien la première fois qu'on l'a de cette façon-là, un réseau de hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, un réseau qui maintenant couvre
tous les ministères. Réseau qui est totalement, presque totalement, je pense que ceux qui sont aujourd'hui, au moins au comité de gouvernance, ceux qui sont là peuvent en témoigner, donc un réseau qui est à notre portée au TNTPH. Ça, c'est quelque chose, je dois dire, de très confortable, d'assez nouveau, où les rapports sont finalement assez fluides, puisqu'on peut saisir ce réseau très facilement. On a des interlocuteurs, donc chaque ministère, qui sont, pour l'essentiel, réactifs. Ça ne veut pas dire que ça change tout du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que dès qu'on a une idée, elle se met en œuvre tout de suite dans le ministère. Ça veut dire qu'il y a un canal qui est un canal de discussion qui est ouvert. En 2012, première circulaire du Premier ministre, donc Jean-Marc Ayrault, qui écrit à tous les ministres en disant « Je vous demande, lorsque vous préparez un projet de loi, donc émanation du gouvernement, eh bien, de prévoir systématiquement un volet handicap. » Là, c'est un engagement qui avait été pris par le candidat à la présidentielle qui l'a remporté en 2012, donc il devait apporter cette nouveauté. Pour moi, c'était une nouveauté, mais dans le même temps, ça a été relativement peu suivi des faits, puisque le processus d'élaboration des projets de loi aujourd'hui fait que, en général, ceux qui en sont chargés, donc un ministre et son cabinet et une administration donnée, en général font ça dans leur coin, on peut le comprendre, et sortent leur jeu un peu au dernier moment, et souvent il est un peu tard. Et cette circulaire donc introduisait une fiche, la fiche handicap. C'est une fiche handicap qui obligatoirement devait être jointe à l'étude d'impact de projet de loi au moment où le ministre dépose son projet de loi. Et cette fiche handicap, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: le projet de loi que vous déposez concerne-t-il les personnes handicapées? Oui ou non? Si oui, qu'avez-vous prévu? Bon. Il a fallu quelques mois pour comprendre qu'il suffisait de cocher non la première question pour ne pas avoir besoin de répondre à la question suivante. Alors qu'en réalité, la question devrait être: en quoi le projet de loi est une opportunité pour prévenir, pour réduire, pour supprimer les situations de handicap que nous connaissons. Et je dirais même, la question devrait être: comment justifiez-vous qu'il n'y ait pas de disposition qui concerne le handicap? C'est-à-dire qu'on retourne la question. Alors, ces fiches, cette circulaire, ensuite ont été reprises par Manuel Valls lorsqu'il a été nommé Premier ministre, ensuite, à quelques détails près, par Édouard Philippe, et enfin, plus récemment, par Jean Castex, et donc répondait très directement à une demande que nous avions formulée au mois de juillet, au moment de la transition entre les deux gouvernements. Et cette idée alors de réseau de dons fonctionnaires, en fait, au départ, c'était une idée de correspondant dans chaque cabinet ministériel. Bon. La vraie vie a montré que ça a fait un flop parce que les gens dans le cabinet ont beaucoup de choses à faire et que c'était très difficile de mobiliser dans chaque cabinet un interlocuteur dédié sur les questions de handicap. Et donc en 2017, l'idée de passer à la nomination de hauts fonctionnaires, donc avec une position, j'allais dire, peut-être plus stable au sein de son organisation, de son administration, et bien ce réseau a commencé, donc l'idée de ce réseau a commencé là. Là, c'est tout juste, pour répondre à la question d'Odile Antoine, c'est tout juste depuis un mois et à peine
qu'on a l'intégralité des ministères, parce qu'il manquait encore, vous vous en souvenez, le ministère chargé de l'emploi, le ministère chargé de la santé, le ministère chargé de la justice, en bref, des ministères quand même essentiels et présents sur notre parcours. Alors, ce volet handicap, pour moi, c'est encore un des éléments sur lesquels on doit faire en sorte que le TNTPH soit encore plus présent, encore plus incontournable. Et pas seulement dans la constatation en disant il faut que le TNTPH soit destinataire de tous les projets de loi, mais qu'on donne envie, qu'on montre que, eh bien, on a intérêt finalement à solliciter le TNTPH au moment où on prend la plume pour préparer un projet de loi, pour aller chercher de l'inspiration, pour aller chercher une expertise qu'on n'aurait pas eue par ailleurs. Alors, il y a des choses à rendre un petit peu plus systématiques, c'est pour ça qu'on essaye, ça a été un peu dit au CIH, donc on essaye d'avoir via le secrétariat général du CIH, donc c'est là où tout l'intérêt d'avoir ce partenariat, cette articulation entre l'un et l'autre, ce qui ne doit pas non plus, et je reviendrai, ce sera ma conclusion pour maintenant, qui ne doit pas non plus, avec un partenariat entre le CIH et le TNTPH, qui ne doit pas non plus supposer que le TNTPH ne serait pas indépendant dans ses prises de position. J'ai remarqué depuis que je suis président du TNTPH, parfois je reçois des messages, parfois des membres du TNTPH, quand ce n'est pas des membres, c'est compréhensible, mais qui me parlent comme si j'étais ministre ou lié d'une manière ou d'une autre à la prise de décision, ce qui n'est pas le cas. Je suis président du TNTPH, je suis chargé avec vous tous d'animer notre collectif, et je ne suis pas dépositaire d'une autorité quelconque qui viendrait du gouvernement. Donc c'est très important qu'on ait cette nuance à l'esprit. Je suis avec vous tous garant de la qualité des échanges qu'on doit avoir avec nos interlocuteurs, puisque au fond, ce qui nous motive en allant au TNTPH, c'est de pouvoir faire bouger les lignes, de pouvoir être entendu, de faire en sorte que les besoins que nous connaissons, parce que nous en sommes témoins tous les jours, soient pris en compte. Pour conclure, peut-être une autre singularité avec les mandatures précédentes, c'est que cette fois-ci, on a confié la présidence du TNTPH, je ne dirais pas à une personne elle-même handicapée. C'est tellement facile. On a fait comme par le passé, on a confié la présidence du TNTPH hors élection, hors désignation, hors tout ce à quoi on pourrait effectivement espérer. Les débats restent légitimes là-dessus. Donc on a confié la présidence du TNTPH à quelqu'un qui n'est pas engagé dans le fait majoritaire du gouvernement. Et ça peut paraître anodin, et en même temps, ça ne l'est pas. C'est bien ce qui, finalement, oblige les uns et les autres à maintenir ce bon espace d'échange et de dialogue, puisque c'est vraiment, encore une fois, pourquoi on est là.